Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. S'ouvre le moment où on attend vos coups de fil au standard au 0826 300 300 pour venir évidemment dialoguer avec nous et notamment ce matin avec Raphaël MCLM. Vous êtes chargé d'études dans le think tank Génération Libre. Bonjour Raphaël, merci beaucoup d'être avec nous. Avec Vincent Baladi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes conseiller droite républicaine de Paris et membre du groupe Changer Paris. Et puis Alexis Basselet, bonjour Alexis. Bonjour. Merci d'être avec nous. Maire adjoint Europe Écologie Les Verts à Colombes, donc dans les Hauts-de-Seine, et vous êtes un ancien député. On va commencer par un petit tour de table qui est une habitude ici par rapport à vos coups de gueule et coups de cœur. Je vous préviens, ici on a une bande de fous furieux ce matin. Il n'y a pas quelqu'un qui a réussi à trouver quelque chose de positif dans l'actualité. Donc on va commencer par Alexis Basselet qui a décidé de passer un énorme coup de gueule contre la déclaration du ministre israélien des Finances qui a déclaré qu'il pourrait être justifié et moral de laisser mourir de faim 2 millions de civils à Gaza. Oui, c'est un peu le hasard parce que j'essaye de pas faire que des coups de gueule. Quand je viens à Sud Radio, de temps en temps, je vais mettre des coups de cœur. Mais là, c'est quand même, je veux dire, le portable est presque tombé de mes mains quand j'ai lu cette déclaration. Donc, du ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, qui a tenu un propos. Alors, c'est pas la première fois qu'il tient des propos extrêmement choquants et même, pour tout dire, scandaleux. Mais c'est vrai que ma réaction, c'était de dire sur X, ex-Twitter, d'interpeller le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. C'est comme ça que j'ai fait suivre cet article en disant mais peut-être que ça mériterait quand même au plus haut niveau de l'État une réaction, ce type de déclaration, parce que c'est quand même un gouvernement, on va dire, ami, entre guillemets, même si je pense qu'on n'a pas beaucoup d'amis dans ce gouvernement israélien, enfin l'actuel gouvernement, mais la France, quand même, a des choses à dire encore sur ce sujet-là. Et puis, ça permet aussi de pas oublier la situation dramatique qui est celle de ces 2 millions de Gazaouis qui sont littéralement pris en otage d'une situation politique et internationale dramatique. Avec aussi, c'est le moment d'en parler, le fait que faut pas exclure un embrasement généralisé dans la région, compte tenu quand même de l'attitude de Benjamin Netanyahou et de cette espèce de fuite en avant qui est dénoncée d'ailleurs par les Israéliens eux-mêmes. Je rappelle que chaque semaine, il y a des centaines de milliers de manifestants. Je lisais encore des articles ces jours-ci qui dit Benjamin Netanyahou nous emmène dans une impasse et menace. En fait, la plus grande menace aujourd'hui pour l'État d'Israël, c'est peut-être Benjamin Netanyahou lui-même, parce que on va vers un conflit sans fin. Et Israël, rappelons-le, est un petit pays de 9 millions d'habitants, qui ne peut pas finalement faire la loi. Imaginez faire la loi encore pendant des années et des années à coups d'épée, puisque c'est un peu comme ça que le gouvernement israélien voit les choses. C'est avec le fil de l'épée qu'il faut régler tous les problèmes. Mais on a besoin aujourd'hui de faire revenir la diplomatie, le dialogue et de donner des perspectives de paix dans cette région. Et ça veut dire, effectivement, un État pour les Palestiniens. Ça veut dire revenir vers des accords sur le nucléaire iranien. Enfin bref, essayer de rétablir un équilibre géopolitique de paix dans cette région, faute de quoi, disons-le clairement, on part pour des années et des années d'escalade militaire et quand on est dans une escalade militaire, ça peut finir par un embrasement généralisé. La réponse de Raphaël MCLM, qu'est-ce que vous pensez du coup de gueule et puis même du développement que nous a fait Alexis Basselet ? Je rejoins absolument ce coup de gueule. Il y a depuis maintenant un certain nombre de mois, depuis l'avènement de cette coalition de droite avec Benjamin Netanyahou, des partenaires politiques qui clairement montrent des signes, il faut le dire de façon assez explicite, de fascisme. Et c'est extrêmement embêtant puisque cela fait partie d'une dynamique assez inquiétante où depuis plusieurs mois, non seulement l'état de droit est attaqué avec cette réforme judiciaire qui a été menée par le gouvernement israélien, voilà des déclarations qui sont tout simplement inadmissibles et on espère que... moi je suis assez inquiet sur l'état de la démocratie israélienne parce que le fait qu'il y ait des personnalités aussi sulfureuses à des responsabilités aussi importante au sein de l'État israélien inquiète. Heureusement, il y aura bientôt des élections. Je crois que la date n'a pas été encore arrêtée, mais ce sera sans doute l'occasion de changer le personnel politique à la tête de l'État. Et puis, comme vous l'avez rappelé, il y a chaque semaine des centaines de milliers d'Israéliens qui manifestent. Donc, on peut espérer qu'il n'y ait pas une pente inéluctable sur l'évolution de la démocratie israélienne. Sur ce qui vient d'être dit, Vincent Baladi, est-ce qu'il n'y a pas non plus juste aussi à respecter les décisions d'un pays ? Est-ce qu'on doit vraiment faire intervenir le ministre des Affaires étrangères sur ce qui se passe dans un autre pays? Est-ce qu'on doit donner notre avis? Et tout simplement, est-ce que c'est pas la réaction peut-être disproportionnée d'un pays qui a été attaqué et qui se défend?
Moi, je pense que dans cette affaire, il faut faire très attention à ce qu'on peut dire. Faut pas rajouter de l'huile sur le feu. Donc, moi, je ferai pas de commentaires. Je pense que c'est une déclaration très malheureuse. Je pense juste aux enfants israéliens. Je pense aussi à Kfir Bibas qui va fêter ses 5 ans otage. Et je pense aussi, bien entendu, en même temps, aux enfants palestiniens qui n'ont rien demandé eux. Oui, donc une position équilibrée. Mais dans ce que vous dites aussi, Alexis Bachelet, est-ce que vous pensez vraiment que la France est en capacité de dire quoi que ce soit à Benyamin Netanyahou ? Non, mais si on considère que on n'a plus rien à dire sur le plan de la politique internationale, on ferme nos ambassades un peu partout, on économise le salaire du ministre des Affaires étrangères, vous voyez, on ferme le Quai d'Orsay même. Magnifique, le Quai d'Orsay, on pourrait transformer en musée. Non mais transformons, moi j'adore le musée du Quai Branly, transformons le ministère des Affaires étrangères en un nouveau musée. Il n'y a pas de problème. On peut passer sous la table à chaque fois qu'il y a un truc un peu compliqué à gérer. C'est compliqué le Proche-Moyen-Orient, personne ne dit le contraire. Et d'ailleurs, chacun ici essaie de tenir des propos responsables et mesurés. Néanmoins, il y a quand même, excusez-moi, je veux dire, on parle de quoi là ? Il y a 2 millions de personnes aujourd'hui qui vivent à Gaza. Qu'est-ce qu'on veut faire de ces 2 millions de personnes ? Alors on peut dire, ça ne nous intéresse pas, c'est loin, c'est pas chez nous. Le problème, si vous voulez, c'est que la France, elle est quand même présente dans la région. L'engagement du président de la République, par exemple, c'était d'aider le Liban à rétablir une situation politique, économique catastrophique. Est-ce que c'est réussi ? Non. Pas du tout même, on est même loin. Qu'est-ce qui va se passer ? On a laissé la Syrie s'enfoncer dans une guerre civile terrible et on en subit des conséquences. Enfin, pardon, mais il y a des millions de réfugiés qui sont arrivés en Europe parce que on a laissé Bachar el-Assad massacrer son peuple. Voilà, donc imaginez qu'on peut mettre le couvercle comme ça sur les problèmes et que ça n'aura pas de conséquences. Moi, je vais vous dire, si demain il y a un embrasement généralisé au Proche-Orient, quelle qu'en soit la responsable, on peut très bien renvoyer dos à dos le Hamas et le gouvernement israélien. Mais vous pensez que ça n'aura aucune conséquence sur le prix de l'énergie ? Vous pensez que ça n'aura aucune conséquence même sur le climat dans notre pays et en Europe ? Mais vous rêvez. Évidemment que s'il y a une déflagration, il y aura des conséquences considérables en Europe et même, je vais vous dire, dans le monde entier. Aujourd'hui, on voit très bien ce qui se passe. Il y a un bloc Russie, Iran, Chine qui essaye de déverrouiller le leadership américain. Bon, on peut contester le leadership américain. Moi-même, je trouve que l'excès de puissance américain est en soi une source de conflit. Mais est-ce que l'Europe, et au sein de l'Europe, la France, nous n'avons rien à dire sur cela ? Nous devons laisser les choses se dérouler comme de simples spectateurs ? Moi, je dis non. Moi, j'ai dit qu'à un moment donné, il faut fixer des lignes rouges, il faut soutenir des plans de paix. Bien. Joe Biden avait proposé un plan de paix à Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou l'a refusé. D'ailleurs, ce faisant, il a refusé de libérer finalement les otages israéliens, parce que s'il n'y a pas de négociation et d'accord avec le Hamas, il n'y aura pas des otages libérés. Donc il y a une volonté claire du gouvernement israélien de ne pas régler ce problème-là autrement que par les armes. Mais la France a-t-elle soutenu le plan Biden ? Je ne sais pas. Totalement. Je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup entendu le président Macron qui s'est impliqué sur des sujets, mais pas sur les autres. Bon, en tout cas, Alexis Bachelet, le ton est donné. On passe au coup de gueule, puisque mine de rien, il y a quelques liens avec le premier qui vient d'être passé, Raphaël. C'est la réaction de Sofia Chikirou dans Libé à la polémique de son hommage à Haniyeh, qui était l'un des chefs du Hamas sur ses réseaux sociaux privés. Elle avait fait une sorte de petit hommage au chef du Hamas qui a été éliminé il y a quelques jours. Oui, absolument. Il y a quelques jours. Elle s'est défendue de faire une sorte d'apologie. Madame Chikirou a partagé sur son Instagram des stories du communiqué du fils d'Haniyeh, donc qui était le chef de la branche politique du Hamas, qui organisateur notamment du 7 octobre, et avec des images notamment d'Al Jazeera où le 7 octobre on le voit en train de prier et de remercier Dieu de l'action qui était en cours par le Hamas. Et donc, elle s'est expliquée auprès de Libération de cette sortie un petit peu étrange. Et il y a, du foutage de gueule, puisqu'elle nous dit, je l'ai partagé comme une information, une story dans laquelle on voit que Monsieur Haniyeh est érigé en martyr de la cause du peuple palestinien, et avec, je crois, donc une réaction de Madame Chikirou qui est symbolique de 3 choses. Premièrement, que la bienveillance tacite de LFI depuis le 7 octobre à l'égard du Hamas, on ne veut pas qualifier au départ que c'est une attaque terroriste, on ne veut pas qualifier ce qu'est le Hamas en tant qu'organisation, et bien cette bienveillance tacite se transforme en une forme de soutien explicite et
pardon, ce n'est pas faute d'avoir prévenu depuis des mois de cette ambiguïté de la part de la France insoumise à l'égard du Hamas. Sur ces questions-là, oui. Sur ces questions-là, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'elle a dit, je l'ai retiré cette story à partir du moment où l'extrême droite a commencé à m'attaquer. Sauf que ce n'est pas du tout l'extrême droite qui a publié cette information. C'est Raphaël Assouline, je le connais bien, il fait partie d'un groupe qui s'appelle Golem. C'est un groupe de gauche, de juifs de gauche, qui essaye d'être alerte sur les questions d'antisémitisme à gauche. Et la réaction de Madame Chikirou, qui essaye d'associer quelqu'un de gauche à l'extrême droite, est extrêmement symbolique de toute la rhétorique qu'on voit se développer depuis des mois de la part de la France insoumise, où les personnes de l'UEJF se font insulter de sionistes, d'extrême droite, de fascistes. Donc une rhétorique très pernicieuse qui veut que toutes celles et ceux, notamment les juifs qui sont critiques des positions de la France insoumise sur l'antisémitisme, sont associés à des fascistes. Et troisième point, quand même, un manque de flair politique, je terminerai sur ça, de la part du Parti Socialiste. Ce n'est pas la première sortie assez étrange de Madame Chikirou. Personne pour demander son renvoi, alors qu'il y aurait matière à le justifier. Eh bien voilà, merci. Le coup de gueule est passé. On revient faire réagir tout le monde et n'hésitez pas, vous aussi au standard, si vous voulez passer un coup de gueule, ou même réagir à ce qui vient d'être dit en studio. Je vous rappelle le numéro 0826 300 300. Vous êtes bien sur Sud Radio, donc restez-y. À tout de suite. Et les discussions se poursuivent ici, même pendant la pub en studio. J'allais demander à Alexis Bachelet de répondre au camarade Raphaël, qui nous dit clairement que Sofia Chikirou flirte clairement avec l'antisémitisme et le soutien à des gens peu fréquentables. Et c'est un euphémisme. Vous, qui êtes quand même Europe Écologie Les Verts, qui êtes avec le NFP, donc le Nouveau Front Populaire, vous fréquentez, on va dire, ces personnalités politiques-là. Qu'est-ce que une prise de position comme ça vous provoque ? D'abord, je tiens à préciser que je ne fréquente pas Sofia Chikirou. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être mieux comme ça. Vous prenez vos distances avec Sofia Chikirou. Surtout vu mon parcours politique, moi j'ai soutenu, à l'époque, quand j'étais député PS, j'ai soutenu François Hollande pour l'élection présidentielle. Donc, il a été, le hollandisme a été comparé à des punaises de lit. Bon. Là, il y a une autre déclaration, effectivement, suite à l'assassinat de Ismaël Haniyeh, bon, qui est un peu, pour moi, surréaliste. Un peu. Non, mais je veux dire, enfin, c'est même incroyable d'être obligé de dire que ça n'a, ça n'a aucun sens, si ce n'est, s'il y a un sens, c'est d'être dans une ambiguïté qui est totalement insupportable par rapport au pédigré du personnage, même si on peut considérer, même si on peut considérer que la technique, et d'ailleurs c'est vrai, le vrai sujet, c'est est-ce que ça fonctionne, l'assassinat ciblé des chefs politiques du Hamas, du Hezbollah, etc. Moi, je pense que non. Je pense que c'est des hydres, les têtes repoussent, et c'est une stratégie qui est, tout à l'heure, on l'a dit, une stratégie de l'échec, de l'impasse. Mais sur la complaisance affichée. Mais sur la complaisance, il n'y a aucune complaisance à afficher par rapport à ce type de personnage, aux déclarations qui ont pu être faites dans le passé, voilà, je veux dire, on sait très bien ce qui s'est passé le 7 octobre. Ce sont des crimes de guerre insoutenables. Je vois pas comment on peut essayer de trouver ça sympathique ou d'essayer d'atténuer un petit peu le caractère diabolique de tout ça. Je sais pas. Je sais d'ailleurs, je vais vous dire franchement, pour moi, c'est incompréhensible moi, j'ai été parlementaire, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Elle est quand même députée de la nation, de la République française. Enfin, je sais pas, mais moi, je suis électeur. Je suis pas électeur à Paris, mais je serai électeur à Paris. Vous me demandez de voter pour ce truc-là? Du coup, c'est quand moi, je vais vous dire, la prochaine fois, j'espère que le PS, la prochaine fois, présentera quelqu'un contre Madame Chikirou. Moi, je serais pour qu'on demande. Parce que ça fait un moment si Madame Chikirou avait du courage, elle retournerait devant les électeurs pour vérifier que ces déclarations sont validées. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que les électeurs de Madame Chikirou ne sont pas d'accord avec les ambiguïtés et les complaisances vis-à-vis de l'antisémitisme. Ça n'est pas possible. Avant même les électeurs, c'est le sens de la question de Raphaël. Vous êtes quand même. Après, il y a les réactions des partis. Moi, j'ai pas suivi les réactions de tout le monde, mais je pense qu'il y a eu très peu de gens. Il y a eu très peu de gens qui sont derrière Madame Chikirou quand même. Oui, mais c'est pas que Madame Chikirou. Le problème, c'est toutes les déclarations de Mélenchon, la bande à panneaux qu'il défend systématiquement sur les compatriotes de Jésus sur la croix, l'invitation de Corbyn, sur le fait que le 7 octobre, on sait pas si c'est terroriste ou pas. Zemmour qui reproduit des scénarios d'extrême droite. Enfin, je veux dire, le problème de l'antisémitisme au sein de la France insoumise, il n'est pas nouveau. Le PS et les Verts ont fait un accord électoral avec eux. Aujourd'hui, Madame Chikirou en remet une couche en soutenant un fasciste qui veut
génocider les Juifs. Il ne se passera rien, parce que c'est ce qui se déroule depuis des mois. Donc, quand est-ce que le nouveau Front populaire réagit, prend ses responsabilités et ne fait pas juste des réactions par tweet pour s'indigner? Alexis Bachelet. Mais moi, je suis pas là pour défendre les prises ou les non-prises de position. Ce que je sais, c'est qu'il y a des partis politiques et il y a les individualités. Il y a toujours eu dans les partis politiques des gens qui faisaient des déclarations qui posaient des problèmes. Moi, je me rappelle à une époque, le PS a exclu Georges Frêche. Moi, j'ai envie de dire, c'est à la France insoumise de faire le ménage. Enfin, d'abord, excusez-moi, je suis pas responsable de parti, mais c'est pas à Marine Tondelier d'exclure Sophia Chikirou de la France insoumise. C'est pas à Olivier Faure d'exclure. La question, c'est que fait la France insoumise pour, à un moment donné, mettre un coup d'arrêt à un ensemble de déclarations qui, effectivement, forment un système de pensée qui, pour moi, n'a rien à voir avec la gauche et surtout rien à voir avec ce que souhaitent les électeurs du Nouveau Front populaire, pour être clair. Vincent Baladi, conseiller droite républicaine de Paris et le membre du groupe Changer Paris, comment vous réagissez à tout ça ? Moi, je vois que ce spectacle quand même désolant. C'est désolant, effectivement. Ces déclarations, elles font le buzz. C'est son objectif, c'est faire le buzz, mais c'est triste. Elle a été lâchée par tout le monde. On voit Alexis Bachelet qui la lâche aujourd'hui. Hier, c'était la gauche d'Hidalgo. Vous êtes un homme de droite, Alexis Bachelet. Non, mais à un moment donné, elle a été investie il y a à peine, on est au mois d'août, il y a à peine 2 mois, elle faisait campagne législative avec tous les logos des partis. Elle a été investie. Donc moi, j'ai trouvé qu'au Nouveau Front populaire, il y a eu des débats sur des investitures. Pourquoi il n'y a pas eu des débats sur la sienne? Enfin, je crois qu'il y en a eu. Ça a bien marché. La prochaine fois, le PS mettra un candidat face à elle. Voilà. Et il aura raison d'ailleurs. Elle a été réélue malheureusement parce que c'était la seule candidate. Il n'y avait pas d'autres candidats de la gauche républicaine. Vincent Baladi, vous avez la parole et je vais vous la laisser parce que vous voulez réagir. Vous, c'est aussi un coup de gueule que vous vouliez porter parce que le coup de gueule, c'est l'activité économique pendant les JO. C'était d'ailleurs une de nos grandes thématiques hier dans le 12h, les JO dans tous leurs états, ici sur Sud Radio avec le camarade Joseph. L'activité économique n'est pas finalement au rendez-vous. Les restaurateurs, les taxis, c'est pas la joie attendue. C'est ça. Alors déjà, je commence par un mini coup de cœur. C'est un vrai coup de cœur. Hein. C'est déjà nos champions français pendant les JO. Voilà. Donc on l'a dit, on l'entend aussi sur vos antennes. C'est super, ça se passe bien. On va pas remettre ça en cause. Par contre, le souci, c'est l'attractivité économique et les commerces pendant les JO. Moi, je parlais encore hier sur le terrain dans mon arrondissement aux commerçants. Ils me disaient, par exemple, on ne fonctionne que le jeudi. Les autres jours, ça ne fonctionne pas. Avec le télétravail, les gens qui viennent plus déjeuner, les barrages. Et heureusement, la sécurité est là et c'est bien. Mais on a beaucoup moins de Parisiens et des Parisiens qui consomment aussi dans nos rues. Donc clairement, l'attractivité économique, ça va pas. Tout à l'heure, pour arriver sur le plateau, j'ai pris un taxi et le taxi me disait, je lui ai demandé, mais combien en chiffre d'affaires? Parce que par rapport à un mois d'août traditionnel, il me disait, par rapport à un mois d'août traditionnel, on est à moins 50%. Colossal, moins 50%. Oui. Et il y a les restaurateurs, hier, nos camarades restaurateurs ont appelé l'antenne de Sud Radio, ils nous ont dit, mais nous, c'est en moyenne 40% de chiffre d'affaires. Et j'étais hier dans un restaurant d'un ami parisien qui m'expliquait tout simplement, il fait, mais moi, c'est très simple, le débat sur les indemnisations, je ne veux même pas en entendre parler, parce que moi, je ne veux pas me lever pour être indemnisé, je veux me lever pour travailler. Et au bout d'un moment, moi, si je suis indemnisé en octobre-novembre, je vais quand même virer des gens, potentiellement, en août ou en septembre. Donc c'est maintenant que l'argent doit rentrer. Alexis Bachelet, sur, on va dire, ce manque de retombées économiques pour les secteurs tels que les taxis, les restaurants, est-ce que vous aussi vous le constatez? D'abord, il y a un phénomène qui est assez logique, c'est qu'il y a beaucoup de Parisiens qui d'habitude seraient restés, qui ont décidé de quitter Paris, et d'ailleurs certains le regrettent, en disant mais c'est dommage, si on était restés, on serait bien allés nous aussi au Sacré-Cœur encourager les cyclistes. Non mais on en connaît, moi j'en connais, j'ai des copains qui habitent à Paris, oh là là, moi j'habite dans le 4e arrondissement, je veux m'en aller, je veux pas de tout ça, ça va être bloqué de partout. En fait c'est pas si bloqué que ça, parce que moi je suis très présent dans Paris, là aussi. Et d'un point de vue économique, est-ce que vous justement, qui êtes un élu, d'un point de vue économique, je comprends que les restaurateurs, les taxis, enfin pas tous, parce qu'il y a quand même encore, Paris reste quand même une destination touristique, même s'il y a peut-être aussi des touristes qui ne sont pas venus pour les JO. Un ticket moyen. Donc il y a 15 jours. Non, mais je pense qu'il y a faut distinguer. Il y a le court terme. Ok, il y a les JO. Peut y avoir un impact négatif. Je viens d'expliquer pourquoi. Il y a des facteurs objectifs et on pouvait s'y attendre objectivement. C'est pas. Maintenant, si on réfléchit juste à moyen terme, vous voyez, quelqu'un qui a un commerce ou un taxi, il va pas exercer son activité uniquement cette année, il veut peut-être travailler encore pendant 10, 15, 20 ou 30 ans. Est-ce que vous ne pensez pas que l'image renvoyée par les JO Paris 2024, en termes d'attractivité sur le moyen terme,
l'envie que les gens, moi je voyais des gens là, je lisais ce matin dans un journal qu'il y a des gens qui sont venus pour les JO, mais ils vont repartir, ils disent moi j'ai envie de revenir parce que la prochaine fois je veux voir plein de trucs, j'ai pas le temps. Est-ce que vous pensez pas que l'effet quand même carte postale, ça va garantir une rente. Attendez, laissez-moi finir mon raisonnement. On parle d'économie. L'économie, c'est pas que le court-termisme, c'est pas que le J+1 ou le J+2. L'économie, c'est les prochaines années. Est-ce que vous pensez pas que ces JO représentent... Non mais d'accord, mais je vous le dis, l'économie, c'est pas que du court terme. Alors évidemment, s'il y a des gens... la réalité des salaires. Vous, demain, on vous dit que la mairie est pendant 2 mois est bloquée et vous n'allez pas avoir de salaire. Est-ce que vous allez dire, mais c'est pas grave. Mais si je vous donnais le montant de mon indemnité d'élu, vous verriez que c'est pas avec ça que je vis. Je dis pas que vous êtes bien payé, je pense pas non plus que les serveurs sont bien payés dans les restaurants, mais à la fin, le fait de pas avoir de salaire... Je suis chef d'entreprise. Moi, je sais anticiper. Je sais anticiper une moindre recette si j'analyse la situation et si on me dit voilà, il y a 15 jours, 3 semaines, ça va être plus compliqué. Je sais le faire en tant que chef d'entreprise. Mais je sais aussi voir en tant que chef d'entreprise les opportunités à moyen long terme. Moi, je vais vous dire, je suis restaurateur à Paris. Aujourd'hui, sauf si évidemment je suis en difficulté à très court terme et que là, une baisse de recettes sur les 15 prochains jours, ça me met en difficulté, je me dis, ce qui se passe aujourd'hui, les images qu'on voit tous les jours à la télévision, ça va faire venir des millions de gens. Et ces millions de gens, demain, c'est des chiffres d'affaires demain, c'est des nouveaux commerces qui vont se créer. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut distinguer le très court terme du moyen terme, quoi. Oui, parce que sinon, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire quoi? C'est quoi la conclusion? Il fallait pas faire les JO à Paris? Vincent Baladi. En attendant, ils vont mettre. Non, mais moi, je suis pour les JO. J'ai toujours été pour les JO à Paris. Par contre, sur ce point-là, je dis juste sur ce point-là, ça a mal été anticipé. Et effectivement, alors demain, on nous promet des beaux jours demain, mais aujourd'hui, le souci c'est aujourd'hui. S'il y avait aujourd'hui quelque chose à améliorer, c'est ça. Peut-être, alors on a bien anticipé dans toutes les mairies d'arrondissement, mais peut-être qu'on aurait dû mieux faire, notamment par rapport aux zones, aux circulations. Il y a des commerces qui sont pleins à la proximité effectivement des stades, des sites de festivités. D'ailleurs, dans les arrondissements, les sites de festivités fonctionnent bien. Mais par contre, on a des soucis dans d'autres zones qui sont devenues des zones blanches et mortes. C'est un fait. Raphaël. Je pense qu'on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On peut pas avoir à la fois les JO avec toute l'organisation sécuritaire et en même temps plein d'activités économiques. Ce qu'on pourrait reprocher éventuellement aux institutions publiques, c'est que toute cette organisation et l'arbitrage qui aurait dû être fait entre économie, vie sociale, nécessité des jeux, il a été fait d'en haut. On n'a pas associé les Parisiens à ça et on voit bien aujourd'hui à quel point tout le monde se sent un petit peu lésé parmi les commerçants d'une fait de ne pas avoir été associé à cet arbitrage-là. Alexis, je peux dire un mot là-dessus parce que il se trouve que dans ma commune Colombes, on est site olympique. Le stade Yves du Manoir est à Colombes, le tournoi de hockey sur gazon est à Colombes. On accueille à Colombes chaque jour 27 000 supporters. D'ailleurs, beaucoup de Belges, de Hollandais, Australiens, enfin c'est génial. Enfin, bon, il y a un parcours entre la gare, il y a une gare olympique et il y a le site. Tout le cahier des charges a été imposé à la commune par le CIO et par Paris 2024. Il y a eu des bagarres, on s'est battu, mais honnêtement, l'arbitrage, c'est le préfet qui a le dernier mot avec le comité Paris 2024. Donc il faut dire la vérité aux gens. Faut pas essayer de dire que on va faire participer. C'est comme si je ferais de la démagogie si je disais oui, on va faire participer les Colombiens à l'organisation des JO. Il y a eu des réunions d'information. On a fait une grosse réunion avec le maire, 250 personnes. On a distribué des flyers. Mais on n'a pas associé mine de rien l'ensemble du tissu économique. Vous associez les gens à quoi? Vous avez un cahier des charges, y compris sur des questions sécuritaires, de flux. Oui, moi, il y a quelques moi, je vais vous dire. De mon expérience, parce qu'il se trouve que je suis revenu à Colombes exprès pour les JO, je suis dans ma commune tous les jours et j'habite à 200 mètres du site olympique. Donc tous les jours je suis sur le terrain, je regarde ce qui se passe, etc. En vérité, c'est pas. Les gens disent quoi? Les gens de Colombes aujourd'hui, à 90%, ils vous disent ça se passe super bien, l'organisation est géniale, il n'y a pas de problème, on est ravis, l'ambiance dans la ville est géniale, il y a des Américains, il y a des Australiens, il y a des Marocains, il y a tout le monde est là, on accueille le monde, on est super content d'être site olympique. Après, oui, vous avez des cas particuliers. Moi, j'ai une dame que je connais sur les Twitter qui m'a engueulé parce que son père est malade, qu'il avait besoin de qu'on vienne le chercher, il habite quasiment à côté du site olympique. Oui, elle n'était pas contente. Ok, il y a des cas particuliers, il peut y avoir des restaurateurs qui sont lésés, etc. Mais il faut prendre les choses avec un petit peu de globalité. On n'invite pas et on n'accueille pas le monde, parce que les choses olympiques, c'est un événement planétaire sans avoir des inconvénients. On a beaucoup d'avantages et on se verra dans la durée qu'on aura beaucoup d'avantages. Il y a des inconvénients, on essaye de les traiter et nous, au niveau des élus locaux, on essaye de régler, mais on subit aussi quelque part
une règle qui est celle du CIO. Mais la France est un pays de râleurs, comme vous le savez. Vous êtes tous les trois à avoir passé un coup de gueule, ce qui prouve que nous sommes très bien entourés. Bonne tradition. On tient notre réputation. Et la suite des débats ne va pas tarder sur Sud Radio. On va parler des dîners exorbitants de Laurent Wauquiez. Finalement, figurez-vous qu'il a été attrapé par le col de la chemise parce qu'il y avait des dîners qui coûtaient, je vous donne un petit prix, 1 200 €. Rien que ça, il promet de le rembourser. Ouf, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Alors je ne sais pas si on peut faire des pronostics pour la vie politique de Laurent Wauquiez, mais je ne sais pas si ça s'annonce formidablement bien, parce que avant de tourner totalement sa page régionale, Laurent Wauquiez est épinglé pour ses très coûteux dîners parisiens. C'est une information de notre consoeur Christine Olivier qui nous apprend que visiblement c'est un bon vivant, Laurent Wauquiez, on va pas se mentir. Hein. Rien qu'en 2022, 77 000 € de frais pour des déjeuners et des dîners avec des journalistes parisiens, des parlementaires, des intellectuels. 45 000 € en 2023. Je vais devoir me tourner vers vous, Vincent Baladi, vous êtes de sa même famille politique. Est-ce que, on va pas se mentir, c'est un départ idéal quand on revient sur la scène nationale en politique d'avoir ce genre encore de pratique? Bah écoutez, j'ai pas épluché, moi je suis pas de sa région, je suis de la région Île-de-France et de Paris, donc j'ai pas épluché le rapport de cette chambre régionale des comptes, mais en tout cas, bon, je peux vous dire que effectivement, il doit bien manger. Il favorise la gastronomie française et puis aussi la filière viticole. Je pense que dans ça, il y avait aussi, il faut éplucher ce rapport, mais il y avait, enfin moi j'aime bien voir les dossiers avant de pouvoir parler. Il y a aussi peut-être la location même fictive du lieu, il y a les frais de bouche, il y a le vin, tout ce qui est pris en compte. En fin de compte, aujourd'hui, vous vous rendez compte, quand vous prenez un traiteur, ça chiffre vite, il suffit d'avoir du personnel et du service. Donc bon, les montants sont effectivement importants pour un Français moyen. Si vous rapportez ça par jour, bon, il y a des dîners exceptionnels, il y en a qui sont moins exceptionnels. Moi, je voulais rappeler aussi que l'Élysée a dépassé de 8 millions d'euros son budget. Presque personne n'en a parlé dans les médias. C'est un peu dommage par rapport à la dette de la France qui, je rappelle, explose tout encore en ce moment. Il y a d'autres sujets que Laurent Wauquiez. Moi, je crois que c'est encore un écran de fumée pour parler, pour essayer effectivement de tacler Laurent Wauquiez qui reprend une place nationale au sein des LR. Donc voilà. Oui, et puis vous parliez de ces dépenses. La Cour des comptes estime que la réception, par exemple, qu'on a donnée à Versailles en l'honneur de Charles III, a coûté 474 000 €. Donc c'est évidemment des budgets totalement indécents. Et loin de moi l'idée de m'acharner contre Laurent Wauquiez, ou sur Laurent Wauquiez, mais il avait déjà été pris la main dans le sac en juin 2022, aux frais de la région. Il avait organisé un immense rassemblement avec 97 personnalités pour un coût d'un peu plus quand même de 1 200 € par convive, ce qui est colossal. Et surtout, moi, ce qui me gêne dans cette affaire, et je voudrais encore vous entendre là-dessus, Vincent Baladi, c'est quand même qu'il dit, bon, alors moi, j'ai pas du tout été informé du coût de ces repas, et il s'est engagé à assurer, à titre personnel, le remboursement des sommes excessives. Alors, deux choses. Est-ce que, franchement, même d'un point de vue de communication de crise, on peut encore dire, ah non, mais les gars, en fait, comme c'est pas moi qui paye indirectement, je suis pas informé. Franchement. Ça marche pas. Je gère pas la communication de crise, Laurent Wauquiez. Non, mais en tant qu'élu de droite, non mais franchement, vous êtes élu de droite, vous faites de la politique, est-ce que on peut encore lire ça? Non. Après, c'est comme si on vous dit demain, je sais pas, par exemple, la sécurisation d'une mairie avant les JO ou autre, ça vous coûte tant de milliers d'euros, etc. Donc, si on rapporte ça à la minute, à la seconde, ça va vous sembler énorme. Donc, après, moi, ce que je vois aussi, et c'est un très bon point, c'est la transparence totale dans la vie politique. C'est-à-dire que tous ces chiffres, vous les avez, on les a. On peut en débattre, d'ailleurs, c'est ça qui est très bien. Mais encore une fois, voyons aussi au niveau du gouvernement, de l'État, ce qui est fait et ce qui est dépensé, et puis le dépassement du budget. Je ne vais pas rappeler les affaires François de Rugy ou même les affaires de Macron quand il était au ministère. Photographié. Le homard. Merci, et puis voilà. Et puis même Macron quand il invitait des stars et des people pour essayer d'être candidat. Il a très d'ailleurs bien réussi pour la présidentielle quand il était au ministère, au ministère des Finances avec son épouse. Il organisait des dîners fastueux. C'est pareil. Après. Il y a un point important aussi, c'est que tout passe, et moi je suis élu de Paris, je sais bien, malheureusement, et on le voit avec les élus de province, tout passe par Paris, et je trouve ça bien aussi de valoriser d'autres régions, comme la région autour de Lyon et en Auvergne, qui est une très belle région française. La gastronomie, c'est bien à Lyon aussi.
Là, c'est la région de Laurent Wauquiez en plus. Bah, c'est ça, C'est ballot, exactement. il aurait pu faire travailler le commerce local au moins. Bah, mais il fait travailler justement Ah bah non, le commerce c'est des dîners local. parisiens. C'est pas sympa. Non, mais mine de rien, ce que vous dites, Vincent Baladi, c'est qu'il faut faire le tri globalement dans toutes les dépenses excessives, ça, aussi bien exactement. à droite qu'à gauche qu'au gouvernement. Alexis Bachelet, j'imagine que ça, c'est votre cam. À Colombes, combien vous dépensez pour les idées comme ça? Alors moi, je vais vous dire, depuis que je suis adjoint au maire à Colombes, j'ai fait 0 note de frais. 0 note de frais. 0 note de frais. Une Quand exemplarité incroyable. je fais un déjeuner ou un dîner, Je n'ai pas j'invite, peur de Mediapart. soit c'est du travail, et j'ai chef d'entreprise, donc c'est du travail et c'est des notes de frais, soit c'est moi personnellement sur mon argent qui invite des amis, etc. Mais vous, Et comment... je pense Non, mais comment honnêtement, vous réagissez je suis objectivement, très malheureux. Non, mais je suis très malheureux d'entendre. J'avais entendu parler des banquets, mais je savais pas qu'il y avait 70 000 euros de dépenses, notamment en dîner parisien. Bon, je comprends. Hein, Laurent Wauquiez veut être président de la République à tout prix. Et bon, mais moi, ce qui me gêne en fait, le vrai problème en France, et c'est vraiment un problème assez français finalement, parce qu'il y a beaucoup de pays où ça se passe pas comme ça. C'est le rapport des hommes et des femmes politiques à l'argent public. L'argent public, ça n'est pas notre argent. L'argent public, c'est des gens qui ont voté pour nous, qui nous ont confié un mandat, et on est dépositaire d'une responsabilité particulière, c'est que cet argent, il est levé par l'impôt. C'est pas notre argent. Et ce que j'arrive pas à comprendre, mais c'est sûrement un problème encore de génération politique, c'est qu'après toutes les affaires qu'il y a eu, Non, mais... les histoires de Fred Bush, de Chirac, enfin, il y en a eu quand même une ribambelle. Non, mais parlons des repas de François Hollande, qui je suis brigue, pardon, désolé. je finis. Bah. Quelqu'un qui brigue la plus grosse responsabilité. Oui, oui. les 8 millions de Macron, c'est scandaleux. Et moi, je trouve que le président de la République, c'est vraiment, depuis que Macron est président, c'est open bar sur les frais de l'Élysée, ça a explosé, mais tous les ans. C'est scandaleux et ça devrait être d'ailleurs dénoncé Oui, mais plus c'est fortement. dénoncé dans la Cour des comptes. Mais excusez-moi, les on a une Cour turpitudes des comptes des qui fait des uns, rapports vous qui ne servent à utilisez rien. cet argument-là Oui, non, mais ça- pour essayer de Bah non, mais on d'atténuer parle- un peu. Non, mais on parle Laurent encore Wauquiez, du il brigue quoi? Fouquet Il de brigue Sarko, l'Élysée. mais parlons de Laurent Qu'est-ce qu'il va et faire à parlons de l'Élysée? tous les restos que faisait S'il Hollande. se comporte comme ça en tant que président de région, qu'est-ce qu'il va faire à l'Élysée une fois qu'il est président de la République? En plus, je trouve que c'est d'autant plus scandaleux qu'on a quand même un discours politique chez Laurent Wauquiez qui consiste à dire l'assistanat c'est le cancer, il y a trop de dépenses publiques, la dette c'est scandaleux. Mais à quand ces gens-là mettent en cohérence leurs pratiques politiques et leur discours? Mais c'est ça que les Français ils supportent plus, c'est l'hypocrisie. Franchement, Laurent Wauquiez là, c'est la médaille d'or des Tartuffes quoi. Il fait jamais ce qu'il dit, jamais. C'est la 10e fois qu'il se fait pécho. Quand est-ce qu'il arrête? Qui se fait choper, S'il oui, voulait pécho, pas, ça s'il le voulait regarde. pas être président de la République, Ça le regarde. je comprendrais, il peut faire n'importe quoi, c'est pareil, il reste président de région. Mais même déjà en tant que président de région, c'est choquant. Mais là, il veut être président de la République. Mais pourquoi faire, Laurent? Vous appelez à Arrête-toi, l'exemplarité. ça suffit. À l'exemplarité, Raphaël Mselem. Bah, d'abord, je constate que c'est pas la première fois effectivement que monsieur Laurent Wauquiez se fait attraper sur ses dépenses excessives en matière de dîner. Le deuxième point qui me semble très important, c'est que monsieur Wauquiez a toujours cette posture qu'il essaie d'adopter depuis des années, de cette position un peu feinte, d'être populaire, d'être proche des gens, puis on se rend bien compte qu'en fait, il est exactement comme les autres et qu'il a les mêmes pire. goûts d'élite que le reste de la classe politique. Le troisième point que vous avez souligné, avec lequel je suis absolument d'accord, c'est que la droite propose, à raison à mon sens, une rationalisation des dépenses publiques, un train de vie de l'État qui soit beaucoup moins dépensier qu'actuellement, En termes et que, d'exemple, c'est pas en un faux. termes de pratiques Plus personnelles, rigoureux, quoi. on n'est pas du tout dans ces pratiques-là, et il y a une dissonance cognitive qui n'est pas, je crois, acceptable pour les Français. Oui, puis on va accueillir dans quelques instants aussi au téléphone l'auditeur Fabrice. Bonjour Fabrice. Oui. Comment allez-vous? Bien, impeccable. Je bois vos paroles. Ah ben, vous êtes. Alors, contrairement à Laurent Wauquiez qui boit visiblement du très très bon vin, vous choisissez quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup moins cher. Ce sont les avis des débatteurs de Sud Radio. Comment vous avez réagi en nous entendant ce matin discuter comme ça de ces montants déjà astronomiques, et puis surtout de la réaction de Laurent Wauquiez qui dit ah là là pardon, j'ai pas du tout au courant de ces montants, donc c'est moi qui vais les payer. Donc Oui. Miskin. Donc Ça nous comment on rappelle fait? ça nous rappelle un candidat à la présidentielle qui n'était pas au courant du dépassement de sa campagne. Moi, j'ai été trésorier de campagne, je peux vous dire que les gars, ils surveillent. Enfin bon, ça, c'est Vous le avez premier été détail. trésorier de campagne, Fabrice. Oui. Par contre, je voudrais, j'ai pas retenu le nom, je vous en présente des excuses, mais je voudrais féliciter l'élu de Colombes, qui est à côté de Alexis vous. Bachelet. Voilà. Eh ben, écoutez, parce que je vais vous dire le fond de ma pensée. Ça fait partout, on entend partout en France, il y a plein de gaullistes. Alors les gaullistes, il y en a partout. Vous tapez dans un arbre, il en tombe 15, c'est phénoménal. Tout le monde se dit gaulliste, mais les Gauliens, il n'y en a plus. Les Gauliens, c'est-à-dire qui respectent la France, qui respectent les deniers, qui respectent les Français, qui respectent justement
l'entité France et qui justement met en avant d'abord la valeur du pays avant le reste, il y en a plus. Et vous en faites partie. Parce qu'effectivement, et je voudrais vous féliciter. Alors, je ne sais pas si c'est un compliment pour Alexis Bachelet d'être traité de gaulliste ou de gaulien, mais... C'est la première fois. J'ai dit gaulien. Ce qui devrait vous inquiéter. De gaulien. Est-ce que vous prenez le compliment de Fabrice, Alexis? de droite. Mais je le prends parce que je crois que ça fait référence au fait que le général de Gaulle payait ses factures d'électricité à l'Élysée. Et à d'autres dépenses qu'il prenait en charge parce qu'il estimait ne pas devoir avoir un droit de tirage sur le budget de l'État. Mais alors Fabrice, comment on fait pour le renvoquer? Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben justement, non mais se proclamer être de son héritage et avoir de telles pratiques, ça me choque encore plus. Voilà. Mais pour vous, c'est presque indigne en réalité. Laissez-le tranquille, quoi, à la limite, quoi. Vous réclamez pas de son héritage, quoi, les gars, si vous faites ça, quoi. Et il faut pas se plaindre que les Français se détournent de la politique, disent tous pourris, etc., tout ça. Bon, moi, je vois, il y a des élus locaux, en particulier, qui sont formidables, qui font un boulot. Vous êtes dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est ça, communes, Fabrice? quand ça devient trop grand, bon, des fois, il y a des dérapages. Mais plus ça monte, et plus on se rend compte qu'on cherche quelqu'un d'intègre, quoi. Et vous avez cité, il y a tous les partis qui ont pris, là. Tous les partis ont pris. Dès que les gars, ils montent un peu, dès qu'ils veulent un petit peu, paf! On découvre quelque chose, etc. Et puis, en plus, il y a un manque d'intelligence extraordinaire. Laurent Wauquiez, il était tranquille dans son coin, on lui demandait rien, etc. Il arrivait à faire ses petites magouilles que je ne cautionne absolument pas, tranquille. Il se déclare, il arrive, il dit voilà, hop, je vais être président de la République. Bing, la Chambre des comptes lui tombe dessus. Bah, mec, Vincent Baladi, qui est à côté de moi, ne fait qu'acquiescer. Lui aussi boit vos paroles, mon cher Fabrice. Ça pose une question quand même, sur l'intelligence politique des gens quand même. Ça pose quand même question. Donc, entre l'intelligence politique, ça fait beaucoup, quoi, quand même. Mais moi, là, je suis vraiment, vraiment choqué. On nous explique que l'année prochaine, il va falloir 25, 30 milliards de plus. On nous explique qu'il faut doubler. On dépense 70 000 balles pour bien manger. La franchise médicale. On nous explique que, vous comprenez, là, on peut pas faire ça. On doit fermer des chambres, des lits d'hôpitaux, des choses comme ça, etc. On vous baisse le taux du livret d'épargne populaire qui est le livret le plus qui touche le plus les gens des plus grandes classes moyennes. Oui. Et puis à côté de ça, on a des gars comme ça, les paf, voilà. 1200 par personne. J'avais pas vu, dites donc. Eh ben merci Fabrice d'être intervenu sur l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup. Faites comme Fabrice, appelez-nous au 0826 300 300. Ça a été objectivement un parfait hommage au général de Gaulle dans un premier temps, et puis en plus une ode à l'exemplarité. Restez avec nous si vous voulez continuer à être vertueux. Et c'est sur Sud Radio que ça se passe. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. On passe une partie de l'été ensemble. Restez avec nous, vous êtes bien sur Sud Radio. Appelez-nous, faites comme Fabrice tout à l'heure qui nous a fait un beau coup de gueule au standard 0826 300 300 et même sur les réseaux sociaux ou sur l'application Sud Radio. Évidemment, nous sommes toujours en compagnie de Vincent Baladi, conseiller de droite républicaine de Paris, membre du groupe Changer Paris. Raphaël Ebselem, vous êtes chargé d'études dans le think tank Génération Libre et on peut suivre notamment beaucoup de vos travaux que vous mettez en valeur dans vos nombreuses tribunes, dans le Figaro, dans le Point et sur vos réseaux sociaux. Et Alexis Bachelet, dont on a appris qu'il était un immense gaulien, maire adjoint Europe Écologie Les Verts. C'est votre auditeur. À Colombes. Non, mais vous confiez hors antenne relire généralement souvent le général de Gaulle. Justement, le général de Gaulle. Tiens, on va en parler. Il vantait l'exemplarité. On avait ce petit débat mine de rien hors antenne. Il vantait l'idée de payer ses factures d'électricité. Les politiques devaient être proches des Français. Il y a une petite déclaration qui est sortie dans la presse. Ce sont les députés sortants qui ont perdu après la dissolution annoncée par le président de la République, dissolution surprise. Les députés peinent à se recycler après l'Assemblée et certains sortent dans la presse, répondent aux appels des journalistes et nous disent tout simplement mais c'est très compliqué quand même pour nous parce que on a un trou de 4 500 €. Vous vous rendez compte comment on fait maintenant pour retrouver du travail? Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit mais tout simplement, est-ce que c'est pas bienvenu dans la vraie vie, Alexis Bachelet? C'est un sujet que je connais bien. C'est bien pour ça que je vous en parle. J'ai été député élu en 2012 et battu en 2017 et donc comme de nombreux autres parlementaires, j'avais mis entre parenthèses ma vie professionnelle pour me consacrer à ce mandat de député et j'ai dû effectivement me reconvertir. Et alors il faut distinguer en fait les personnes qui sont. Moi, je suis issu de la fonction publique territoriale, donc j'aurais pu retourner dans la fonction publique territoriale.
Et les fonctionnaires, d'une manière générale, qu'ils soient les fonctionnaires d'État ou les fonctionnaires des collectivités locales, ont cette possibilité de se mettre en disponibilité pour faire un mandat local ou un mandat parlementaire, et ensuite de retourner sur une activité en fonction publique. Par contre, les gens qui sont issus du privé, j'en ai connu, eux, ils ont un filet de protection. Ce que je veux dire, c'est que y a personne qui se retrouve du jour au lendemain sans revenu. Les gens qui étaient dans le privé avant, ils ont sans doute aussi arrêté leur activité professionnelle, sauf peut-être les professions libérales, avocats, médecins qui parfois continuent à garder, ou chefs d'entreprise qui peuvent garder une activité. Mais les gens qui sont salariés dans le privé, ils ont un filet de protection, puisque pendant 3 ans, ils ont une indemnité qui est assez importante, qui est presque équivalente aux 4 500 € de l'indemnité parlementaire, et qui devient dégressive chaque année, mais qui reste quand même... c'est un filet de sécurité. Donc, en fait, après, il y a des gens qui peuvent être en difficulté. Moi, c'était mon cas. Vous voulez dire que les députés sortants ont une petite enveloppe après leur mandat? Ils ont une indemnité chômage. C'est comme une indemnité chômage. Quand vous avez été parlementaire pendant... Alors, c'est peut-être proportionnel à la durée où vous avez été parlementaire. C'est plus important quand vous avez fait un mandat de 5 ans. Là, il y a des députés qui ont pu être élus en 2022. Ils ont fait que 2 ans. Donc, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que c'est plus court et moins important comme indemnisation. Mais vérifiez. Vous pouvez vérifier. Il y a une indemnité il y a une indemnisation, l'équivalent d'une indemnité chômage. Mais après, je vais pas vous dire que c'est... Combien on gagne quand on est député, Alexis Bachelet? L'indemnité de député, c'est 4 500 € par mois. Plus les frais, etc. Donc on a quand même un chômage, j'imagine, conséquent qui doit avoisiner je vous dis l'équivalent de 4 500. Vous gardez au début, vous gardez... Ça vient amplifier notre discussion. Dans ce cas-là, est-ce que c'est pas totalement indécent de venir se plaindre alors qu'on a encore de pas retrouver du travail, et qui est peut-être une problématique. D'ailleurs, on va accueillir un auditeur dans quelques instants au téléphone qui est de cet avis. Mais est-ce que c'est pas un peu indécent de se plaindre alors qu'on a un chômage qui est quand même conséquent? Il y a plein de gens qui travaillent dur, certainement beaucoup plus dur que les députés, et c'est pas faire du populisme que de dire ça, et qui ne gagnent pas cette somme à la fin du mois. Je vais aller dans votre sens et je vais être un peu désagréable, mais pourtant j'ai connu cette situation-là, et Dieu sait que moi, comme j'ai décidé de pas repartir dans la fonction publique, je me suis lancé dans une autre activité, donc ça a été compliqué pour moi, mais c'était un choix que j'assume. Je pense que c'est le choix que font des millions de Français, et beaucoup de Français sont encore au chômage, donc je pense que le discours est pas audible. On peut pas se plaindre, d'autant que la plupart de ces députés, il y en a beaucoup qui sont issus de l'ancienne majorité présidentielle, ont soutenu des 2 mains les réformes de l'assurance chômage. Et ils ont durci les conditions d'accès aux indemnités chômage pour des millions de Français. Vincent donc Valadi. quand même, c'est un peu gonflé là. Vincent Valadi, vous, qu'est-ce que vous pensez de ces députés qui se plaignent quand même de pas retrouver du travail tout de suite? Alors, c'est compliqué parce que je trouve pas ça normal, parce qu'effectivement, à un moment donné, 4 500 €, 5 000 €, quand vos revenus y baissent, faut vous réadapter. C'est ce que font des milliers de Français. Tout à l'heure, on parlait des commerçants, justement, qui avaient peut-être pas anticipé la baisse de leur chiffre d'affaires et de leurs revenus. À un moment donné, c'est pareil. Vous changez de niveau de vie, c'est tout, c'est un fait. Par contre, pour faire aussi de la politique au niveau local et pour être élu local, je peux vous dire aussi que quand vous passez du statut d'élu à plus rien, il y a aussi un choc. Donc je peux aussi comprendre qu'un député ait du mal pendant quelques temps, et c'est pour ça que du coup il y a des indemnités qui sont prévues. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu aussi la mise en place de la haute autorité, et qu'aujourd'hui, même quand vous êtes élu local... Voilà, quand vous êtes élu local, même à mon niveau, vous devez déclarer la profession de votre femme, ce qu'elle fait. Il y a des données très personnelles qui sont à la vue de tous. Et c'est vrai que peut-être, après tous les abus qu'il y a eu, on en a parlé tout à l'heure, peut-être qu'on est allé trop loin, et qu'aujourd'hui, justement, on a bloqué. Quand vous êtes, par exemple, je vous prends un exemple concret, j'ai échangé avec un ami, quand vous êtes spécialiste, je sais pas, de l'énergie, vous pouvez pas après travailler dans l'énergie alors que c'est votre secteur de base. Donc vous travaillez dans quoi? Dans un autre secteur, et c'est pas du tout normal. Raphaël Abselem. Je vais faire du en même temps. Je vous rejoins sur un aspect qui me semble très important, c'est que dans notamment un article du Parisien qui aborde cette question, on voit des députés qui disent finalement c'est dur de trouver un travail, de la part de celles et ceux qui ont soutenu la réforme de l'assurance chômage, la réforme du RSA aussi, qui a une forme de paternalisme à l'égard des pauvres, une bureaucratie sociale absolument inadmissible. On considère que les plus démunis de ce pays doivent être maternés par la technocratie française. Donc je pense qu'il y a une vraie difficulté à ce niveau-là. En revanche, je pense qu'il ne faut pas tomber dans un discours non plus trop populiste, qui serait de dire regardez ces élus grassement payés à rien faire et qui, au fond, profitent des ors de la République. Pour une raison assez simple, c'est qu'en réalité, la fonction du député n'est pas si aisée que ça. Nous, à Génération Libre, on vient de publier une note avec 2 anciennes députées, Valérie Péty et Cécile Untermaier, qui vise à revaloriser le rôle du Parlement. Et un des aspects qu'on évoque dans cette note, c'est notamment tout ce qui est les droits sociaux afférents à la fonction de député. Il faut savoir qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, quand vous êtes un député, vous ne touchez pas, par exemple, des congés maladie, vous ne pouvez pas prendre de congés maternité, vous avez aucune assurance au niveau, par exemple, si vous avez un conflit interne de harcèlement sexuel entre les élus au sein de l'Assemblée nationale, et ce qui aboutit à une situation où, au fond, vous avez beaucoup d'élus, de députés qui travaillent beaucoup d'heures par semaine, qui travaillent y compris la nuit, et qui aboutissent avec des conditions qui ne sont pas si avantageuses que ça. Je ne dis pas ça pour sortir les violons pauvres députés. Ça pose une question de fond qui me semble absolument essentielle pour le bon fonctionnement de nos institutions, à savoir la capacité à recruter une élite politique, notamment parlementaire, qui ait des bonnes conditions de travail pour pouvoir être amené à essayer de rejoindre le Parlement. On sait aujourd'hui, quand vous regardez les statistiques, que ce soit Sciences Po, les écoles de commerce, les hautes écoles, que beaucoup de ces élèves qui sortent de ces écoles ne veulent plus faire de fonction politique, précisément parce que ça n'est pas si avantageux que ça. Et il y a toute une réflexion à avoir, je crois, sur la capacité à donner des bonnes conditions de travail. Moi, on va aller rejoindre Johan à Marseille, mais je vous le dis vraiment, les enfants, je vous trouve quand même très sympathique, parce que l'indemnité de député par mois, mine de rien, avec tout ce qui s'ajoute, elle est quand même, je viens de vérifier, de 7 493 €, ce qui est quand même un montant. Non, c'est net. J'ai net. Je l'ai en face de moi. J'ai sur les salles de l'État. À la fin. Mais en tout cas, c'est une somme quand même colossale. Pendant des mois, généralement, ce sont les mêmes. Non, mais ce sont les mêmes qui se retrouvent sur les plateaux télé, sur les plateaux radio, comme vous le dites, à défendre parfois des lois qui vont venir fracasser certaines professions, certaines habitudes de vie. Et quand tout d'un coup, ils se retrouvent en fait dans la réalité de ce que vivent 66 millions de Français, il y a tout d'un coup un moment de flottement, voire un moment de panique. Et je trouve pas ça normal aujourd'hui, franchement, que des députés tiennent ce genre de propos. On va filer à Marseille. Bonjour, Johan. Bonjour. Comment ça va ? Bonjour à tous. Ça va bien, merci. Vous-même ? Mais oui, très bien. On est ravis de vous accueillir au téléphone. Vous habitez Marseille, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et vous n'êtes pas étonné de ces réactions de députés ou du fait qu'ils puissent éventuellement être hésitants ou avoir des complications quand ils recherchent un nouveau job, c'est ça ? Ah non, pas du tout étonné, non. Je vais étayer un petit peu mon propos. Parce que moi, il m'arrive, dans le cadre de ma profession, de devoir recruter des gens. Okay. Qu'est-ce que vous faites comme métier, Johan ? Moi, je suis responsable de services informatiques. D'accord. C'est dans une société privée également. Et donc il m'arrive, et là c'est bientôt la rentrée, on est en train de justement, on a ouvert certains postes, et donc je suis en plein justement entretien de recrutement. Quand on veut recruter, moi quand je recrute, en tout cas je cherche deux choses. Dans un premier temps, les compétences de la personne, alors d'autant plus dans le domaine technique, mais peu importe, les compétences de la personne et donc ce qui est le savoir-faire, et également la personne qui est allée, à savoir son savoir-être. Je vais commencer par le savoir-faire. Ce sera plus court. Ce sera un bon début. Voilà. Quelles sont les compétences d'un député ? Il y en a certains qui sont issus, votre interlocuteur l'a dit tout à l'heure, il y en a qui ont fait des études. Évidemment, il y en a certains qui ont fait des études avant. Il y en a qui ont peut-être un certain bagage. Donc quand eux, en général, retournent à la vie civile, ils arrivent à retrouver du travail. Mais pour tous ceux notamment qui sont députés depuis plusieurs années et qui sont des professionnels de la politique, quelles sont leurs compétences réelles qui peuvent être mises à profit dans une société ? Hormis le fait d'être parlementaire, hormis le fait de savoir bien négocier bien ou pas bien, peu importe, de savoir prendre des décisions. Qu'est-ce qu'ils font qui peut être une valeur de productivité pour l'entreprise? Vous savez quoi, Johan? Vous restez avec nous et on part en pub et vous complétez votre propos très intéressant et vous posez la question très franchement, c'est le Parler Vrai de Sud Radio. Qu'est-ce que peut apporter franchement un député, surtout après 5 ans passés dans une assemblée? Qu'est-ce qu'il peut réellement apporter dans une entreprise? Vous nous expliquerez tout ça dans un instant. Allez, on est ensemble jusqu'à 13h. On était au téléphone avec le camarade Johan qui habite Marseille. Il était en train de nous expliquer que bon, lui, il était chef d'entreprise, c'est ça, Johan? Et qu'au bout d'un moment, quand vous devez recruter, eh ben, vous vous posez quand même la question de l'intérêt d'aller chercher quelqu'un qui vient de sortir d'une mandature de député, c'est ça? C'est ça. D'abord, quelles sont ses compétences? Qu'est-ce que je vais pouvoir, quelles compétences est-ce que je vais pouvoir utiliser qui vont être profitables pour l'entreprise? Et ça, à ce niveau-là, à moins d'être dans un grand groupe où effectivement il y a plusieurs strates peut-être de management ou de commerce, dans les 90% de PME qui composent notre pays, ça devient compliqué. Vincent Baladi vous allez voir, vous provoquer quelques belles réactions en studio. Vincent Baladi va vous répondre.
J'espère bien. Non, mais moi, j'ai jamais été député, mais en tout cas, je suis élu local. Ça fait plus de 20 ans que je suis militant de terrain, que je fais de la politique. Avant d'être élu, il y a aussi toute cette phase-là. Alors moi, je vais vous dire, il y a les bons et les mauvais députés. Alors sans paraphraser voilà, il y a ceux qui sont présents, qui font un travail et qui sont là en séance de nuit, et puis il y a ceux qu'on voit jamais. On voit jamais sur vos plateaux, voilà, donc il y a ces deux types de personnes. On a eu avec le macronisme, à partir de 2017, on a eu des gens qu'on avait vus nulle part sur le terrain, et là je pense qu'autour de la table on va être assez d'accord, qui sont arrivés, qui ont pris les places. Or ils avaient rien fait, même au niveau associatif, au niveau local. Mais peut-être qu'il fallait aussi renouveler les rangs. Ça, est-ce que c'était une si mauvaise nouvelle? Parce que comme le dit Johan, à la limite, que des chefs d'entreprise, des gens qui travaillaient dans le privé, quand bien même ils n'avaient eu aucune expérience politique, alors ça a peut-être aussi des inconvénients, mais c'était très bien. Les gens du Modem, ils avaient fait 2%, ils étaient repas avant. Donc après, voilà. Voilà, il y avait aussi ça. Et vous-même, pardon, vous êtes élu local. Je sais pas, selon la localité dans laquelle vous êtes élu. Moi, je suis élu à Paris, dans le 8e. Paris 8e. Je pense que c'est peut-être pas votre activité unique. Peut-être que vous avez aussi une autre activité professionnelle à côté. Exactement. J'ai toujours été salarié à côté, oui. Voilà, donc vous avez vous avez un réseau, vous avez un pied, voilà, exactement, vous avez un pied dans la vraie vie, vous savez ce que c'est, et l'indemnité qui vous est versée en tant qu'élu, pour vous, est un complément de votre revenu principal. C'est ça, exactement. Quand vous atteignez, alors pareil aussi, j'ai jamais été député, je pense que quand vous atteignez le niveau qu'aujourd'hui peut avoir un député en France, ça devient très compliqué après de revenir en arrière, parce qu'effectivement, quand on a goûté un petit peu à peut-être les privilèges qu'ils peuvent avoir, peut-être de les dîners, par exemple. Même au-delà de par exemple, même le réseau qui peuvent se faire, les gens qu'ils côtoient au quotidien, je veux dire, ils côtoient des journalistes, ils côtoient des patrons d'entreprises, de grosses entreprises, ils côtoient peut-être certains, côtoient peut-être des stars, j'en sais rien. Mais en tout cas, logiquement, ça devient un peu addictif, c'est ce que vous nous dites en réalité. Exactement. Et revenir en arrière, parce qu'en fait, c'est une sorte j'allais dire, de chute sociale, si je peux dire. Ça devient aussi compliqué, et je le comprends aussi, c'est compliqué à s'adapter. Mais merci beaucoup pour votre coup de fil, Johan. Merci beaucoup, parce que d'un côté, ce que vous dites ouvre une autre question, à savoir, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans un pays de plus en plus où la politique devient un métier, et c'est le fil rouge avec où elle doit presque être un métier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se retrouve avec, et c'est le fil rouge de notre discussion, des gens comme Laurent Wauquiez avec des dîners dont il n'a même pas conscience de la somme, qui va rembourser avec mine de rien nos impôts. On se retrouve avec des députés qui s'étonnent de ne pas gagner autant, ou même qui visiblement découvrent le chômage ou tout simplement le changement d'activité. Donc est-ce que c'est pas ça aussi qui ne va pas dans ce pays, Raphaël? Moi je pense que la politique doit être un métier. On l'a bien vu avec l'arrivée en 2017 d'un nombre assez conséquent de personnes inexpérimentées en politique, des gens qui ne savent pas s'exprimer, qui ne connaissent pas les dossiers parlementaires. Soyez fiers d'être des amateurs. Soyez fiers d'être des amateurs, qui ne connaissent pas le fonctionnement d'une administration d'État, et ça aboutit encore une fois à une classe politique qui n'est pas à la hauteur. Je le pense d'autant plus que ça demande des compétences pour être député. Vous travaillez en commission, vous devez comprendre le fonctionnement des commissions, les réseaux qui travaillent autour, le fonctionnement de l'administration, des affaires publiques, des règles en termes de droit constitutionnel. Donc, si on n'a pas une classe politique professionnelle, vous vous retrouvez avec des amateurs qui sont complètement déconnectés de la réalité, qui ne comprennent pas comment ça fonctionne sur le terrain. Et donc oui, ça va aussi, je le disais tout à l'heure, avec un certain privilège, avec un certain prestige qui va avec la fonction, pour attirer encore une fois des gens qui vont être investis et qui ne seront pas préoccupés à faire d'autres choses. Alexis Bachelay, vous êtes d'accord avec ça ? La politique doit être vraiment un métier à part entière ? Et même question pour vous, Vincent Valadi. Je pense qu'à partir d'un certain niveau de responsabilité, on ne peut pas faire autre chose qu'avoir une activité politique. Quand vous êtes parlementaire, vous pouvez être parlementaire à mi-temps. Moi, j'en ai croisé. J'étais élu pendant 5 ans. Moi, j'ai arrêté mon activité professionnelle. J'étais adjoint au maire. La loi ne m'y obligeait pas. J'ai abandonné mon mandat d'adjoint au maire parce que j'ai pris l'engagement pour ne pas cumuler. Je suis contre le cumul des mandats. Et j'ai décidé pendant 5 ans de bosser. Voilà, j'ai fait des rapports parlementaires. J'étais en commission, j'étais dans l'hémicycle, le jour, la nuit.
Quand vous faites ça, d'ailleurs, au bout de 5 ans, moi, je vais vous dire, franchement, j'étais essoré, quoi. Alors, j'étais pas content d'être battu, mais j'étais soulagé parce que j'ai retrouvé une vie privée, je me suis occupé de mes enfants, je me suis investi dans autre chose. J'ai créé une entreprise qui avait grandi. Ouais, mais vous savez, c'est pas marrant de pas voir ses enfants grandir. C'était à peine ironique. C'est pas très rigolo, hein. C'est un volet que les gens ne voient pas, d'ailleurs, parce que ils imaginent que, effectivement, c'est les strass, les paillettes tous les jours, mais quand vous faites votre boulot des députés, vraiment, vous sacrifiez votre vie professionnelle et votre vie privée. On va pas se raconter d'histoire. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça se bouscule pas au portillon. Quand vous êtes élu aussi, hein, c'est pareil. Et quand vous êtes élu local aussi, Bien parce sûr. que vous avez un niveau de responsabilité qui est proportionnel. Plus vous êtes dans des responsabilités importantes, plus c'est difficile de concilier tous les aspects de la vie. Après, moi, je vais pas me plaindre. J'estime que j'ai eu beaucoup de chance d'être élu à l'Assemblée nationale. J'ai fait un parcours, effectivement, de militant. J'ai d'abord été élu local. Je n'étais pas forcément programmé pour aller à l'Assemblée nationale. L'opportunité s'est présentée. J'ai eu la chance d'être élu. J'étais très content de faire ça pendant 5 ans. Mais je vais vous dire, c'est vrai que c'est une chute, hein, c'est difficile de toute façon perdre l'élection, c'est jamais rigolo, mais il faut rebondir derrière. Voilà, moi j'ai rebondi, j'ai créé une entreprise. Après, je suis revenu dans un mandat local parce que je suis très attaché à ma commune et je trouve qu'au niveau local, on trouve aussi beaucoup de plaisir, même si c'est beaucoup de travail aussi, et pas forcément, effectivement, on s'enrichit pas dans les mandats locaux, mais on s'enrichit autrement, on s'enrichit humainement, on s'enrichit dans la compétence, parce que c'est le dernier point que je voulais attirer. Monsieur disait oui, qu'est-ce que je vais faire avec un ancien député? En fait, un député, normalement, il a fait autre chose avant. Et il a été ingénieur. Normalement, vous n'êtes pas élu à 15 ans, vous n'êtes pas élu. Normalement, vous avez. C'est mieux. La nouvelle Assemblée nationale, c'est largement rajeuni, oui. Je vais vous dire, c'est quand même mieux d'avoir un peu d'expérience professionnelle. Après, moi, la critique que je fais aujourd'hui, effectivement, c'est d'avoir des députés hors sol, qui n'ont pas eu de mandat locaux, qui n'ont jamais milité dans la politique, parce que moi, avant de devenir député, j'ai fait 15 ans de militant sur le terrain. Vous êtes d'accord avec Alexis Bachelay, potentiellement, ou même sur cette idée que la politique en France devrait être un métier? Alors, je suis d'accord sur un point avec Alexis Bachelay, mais je suis pas d'accord sur le reste. C'est que moi aussi, au niveau de mon mandat local, j'essaye d'être un élu exemplaire, 0 note de frais, etc. C'est pareil. Et qu'on accorde beaucoup de temps au détriment de notre famille, de nos parents, de nos enfants. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, le français, il veut tout à la fois. Et on comprend. Et nous, on est pareil. Ça veut dire qu'on veut à la fois avoir des élus professionnels et de l'autre côté, compétents. Mais on veut aussi des élus qui ont un pied dans le monde réel. Et le mot de la fin, alors, Raphaël Mselem, chargé d'études au think tank Génération Libre. Je pense que la politique doit d'autant plus être un métier qu'on l'a bien vu en 2017. Cette inexpérience en politique, c'est-à-dire cette incapacité à mener des rapports de force, a créé une situation où le Parlement était dans un rapport de servilité à l'égard du président de la République. Et la Ve République a toujours été ce qu'elle était. Mais avant, quand vous aviez le Parti Socialiste et l'UMP avec une classe politique qui, comme vous le dites, il y a 15 ans, 20 ans d'expérience avant de finir parlementaire, ça crée une sorte d'équilibre qu'on a perdu aujourd'hui. Je crois que c'est pour ça qu'on doit le retrouver. Et c'est les Français qui ont corrigé ce déséquilibre par leur vote, en mettant en minorité le président de la République et réélu en 2022, ce qui n'était jamais arrivé sous la Ve République. Et ça va peut-être changer en 2027, on verra. Comme quoi, allez, les paris sont déjà lancés pour 2027. On va passer à notre dernier thème de débat, qui est, vous allez voir, un thème que j'ai voulu mettre au milieu de notre table ce matin, avec Alexis Bachelay, avec évidemment Vincent Baladi, avec Raphaël Mselem, parce que on a l'impression, et ça revient dans des dirigeants de gauche, ça revient dans la bouche de dirigeants de droite, ou même de la part du gouvernement, c'est que la gauche n'aimerait pas le sport. C'est un petit débat qui monte. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table? C'est vrai qu'on a l'impression que la gauche, en réalité, ne sait pas se réjouir de ce qui se passe, et la première à aller critiquer certaines installations, et n'est pas la première à se réjouir du succès de ces JO. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, autour de la table? Alexis Bachelay, l'homme de gauche de cette tablée. Alors, je crois savoir que cette tendance, idée, ce débat a été ouvert notamment par Rachida Dati. Entre autres, mais pas que. Pas que. Bon, ça tombe bien parce que Rachida Dati, comment dire, je suis pas sûr que ça soit la mieux qualifiée pour ouvrir ce débat. La seule médaille d'or qu'elle a, c'est celle du retournement de veste, un des plus rapides de l'histoire. Je passe aussi sur le fait que la seule compétition sportive, compétition sportive où elle excelle, c'est la course-poursuite avec les juges d'instruction. Donc quand même, Rachida Dati, faut qu'elle baisse d'un ton. Rachida Dati, je dis ça parce que très sérieusement, parce qu'il faut qu'elle baisse d'un ton. Non mais là vous attaquez Rachida Dati. Sur les leçons de mort. Non, il faut qu'elle baisse d'un ton. Non mais c'est sur la gauche qui n'aime pas le sport. Oui, mais elle donne une leçon à la gauche, pardon. Elle n'est pas qualifiée pour donner une leçon, ni à la gauche d'ailleurs, ni à personne. Non mais elle critiquait les reproches excessifs de la gauche sur les fan zones, sur les installations à Paris, etc. Mais c'est un débat, stupide, pardon de le dire comme ça. Qui a appuyé sur le bouton pour qu'on ait les JO Paris 2024? Je crois que les gens n'ont pas de mémoire. Rachida Dati, elle en a une, elle le sait très bien. C'est François Hollande. Moi, j'étais député à l'époque.
C'est François Hollande. Oui, pardon. C'est la ville factuel. de... Non, c'est la ville de Paris. C'est la ville de Paris. C'est l'État qui a poussé, effectivement. Anne Hidalgo, elle hésitait. Hein. Non, mais... C'est vrai, elle hésitait. Mais François Hollande a mis tout son poids à l'époque. Alors ça, François Hollande aime le sport, c'est assez connu, mais il est aussi de gauche, pardon, désolé Rachida Dati, et c'est lui qui a appuyé sur le bouton pour qu'on fasse le dossier de candidature. Ensuite, il y a eu qui comme maire de Paris? Il y a eu Anne Hidalgo, qui avait tenté la candidature précédente. Bertrand Delanoë et Jean-Paul Michon. Je veux dire, faut arrêter. Non, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Faut arrêter d'être dans le caricatural. La gauche, elle a permis l'organisation de ces Jeux Olympiques. Oui, elle a permis, mais on a l'impression qu'à chaque fois, face à ces beaux événements, la gauche a toujours. Il y a des vidéos qui ressortent de Rachida Dati. Il y a des vidéos qui ressortent de Rachida Dati qui critiquaient, qui disait on n'arrivera jamais à se baigner dans la Seine, c'est 1,4 milliard des Français pour rien. Elle critiquait les installations au cœur de Paris, etc. Donc les propos sévères, ils ont été tenus par des élus de droite, parfois de gauche, mais globalement, les grandes formations politiques de gauche, elles ont permis l'organisation de ces Jeux Olympiques. Il n'y a pas que elle, il n'y a pas que la gauche, il n'y a pas que la droite, et c'est ça que je trouve dommage, c'est que c'est d'en faire un sujet de polémique. Aujourd'hui, le sport, ça fédère, ça rassemble, il y a des belles valeurs. La gauche ne sait plus le fair play, le respect de l'adversaire. Je sais pas que Jean-François Lamour était de gauche, mais bon. Je pense qu'il faut distinguer deux sujets. Un, une stratégie de conflictualisation théorisée par la France insoumise et qui aboutit à ce que, quoi qu'il arrive et quel que soit le contexte, on essaie de s'opposer, effectivement, y compris pour la cérémonie des Jeux. Le seul tweet qui a réussi à faire Mathilde Panot, c'est sur la Palestine, donc y compris là-dedans, on a cette stratégie qui est à l'œuvre. Il faut en revanche dissocier cette stratégie idiote d'un sujet plus profond, je crois, qu'il ne faut pas dépolitiser la situation non plus. Ces Jeux se sont faits quand même, au prix quand même de certaines libertés publiques, avec le contrôle administratif individuel, notamment de plus d'1 million de personnes, c'est-à-dire qu'on a contrôlé la vie privée des gens sans l'aval d'un juge, le fait qu'on ait des caméras augmentées pour la première fois en France, la CNIL s'est extrêmement émue de la question, c'est-à-dire des caméras qui vont détecter à partir d'intelligence artificielle des comportements jugés comme étant potentiellement suspects, c'est-à-dire on installe le principe de présomption de culpabilité pour tout le monde, le fait qu'on a dégagé beaucoup de SDF des rues de Paris, le prix des transports, donc je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire la fête, et je pense que c'est très important dans le moment politique qu'on a vécu qu'on la fasse. En revanche, il ne faut pas dépolitiser le sujet, il y a des vrais enjeux dont il faut traiter, et me semble-t-il qu'il ne faut pas les mettre de côté au prétexte d'une injonction à faire la fête. Eh ben, on va poser la question et on sera rejoint par Baptiste au standard qui a appelé le 0826 300 300. Il veut dialoguer avec les mousquetaires qui sont autour de cette table sur Sud Radio pour parler vrai. Est-ce que c'est exact que la gauche n'aime pas le sport? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Allez, on est dans la dernière ligne droite de nos débats de l'été. On est toujours avec Raphaël Mceleb, chargé d'études au think tank Génération Libre, avec Vincent Baladi, conseiller droite républicaine de Paris, membre du groupe Changer Paris, et Alexis Bachelet, maire adjoint d'Europe Écologie Les Verts à Colombes dans les Hauts-de-Seine. On file au standard 0826 300 300. C'est le camarade Baptiste qui a décidé de nous appeler. Bonjour Baptiste. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, vous. Et oui, vous êtes à Boulogne et vous considérez qu'en fait on a plus ou moins un faux débat, qu'on devrait profiter un peu de tout ça parce que mine de rien c'est grâce à la gauche qu'on a tout ça, c'est ça? Alors non, moi en fait j'ai une position un peu particulière. Je suis pas pour revendiquer que c'est grâce à la gauche qu'on a ces JO. En revanche, je trouve parfaitement déplacé et ridicule de dire que c'est uniquement grâce à Emmanuel Macron, à entendre certains autour de. Oui, vous faites allusion au propos de Rachida Dati qui nous explique que c'est parce que Emmanuel Macron avait rassemblé les sportifs et qu'il a tout mis en place qu'on a un succès comme ça, c'est ça? Je trouve ça hallucinant d'entendre une ministre de la République nous dire que c'est grâce à Macron qu'on a toutes ces médailles quand on sait qu'on a plein de sportifs qui ont dû faire des cagnottes pour pouvoir participer, qui ont été absolument pas accompagnés, quand on voit l'état dans lequel est le sport de très haut niveau dans ce pays. On va pas parler des fédérations d'escrime, des fédérations de gymnastique, qui sont des fiascos, la fédération de tennis, j'en parle même pas, qui était dirigée jusqu'à il y a très peu par Amélie Oudéa-Castéra. Je trouve que là, s'attribuer les mérites, je trouve que c'est hallucinant. Donc moi, je suis pas pour qu'on dise c'est grâce à la gauche, je suis juste pour qu'on dise, n'oublions pas quand même que tout le dossier préparatoire a été fait sous la présidence de François Hollande. N'oublions pas de rappeler que les Jeux Olympiques 2024 ont lieu à Paris, qui est jusqu'à preuve du contraire dirigé depuis quelques années par Hidalgo et par la gauche. N'oublions pas de dire que à majorité ils ont lieu dans le département de la Seine-Saint-Denis, qui profite de nouvelles infrastructures, qui aura un héritage fort à la fin de ces JO, et jusqu'à preuve du contraire, c'est aussi un département qui est dirigé par la gauche.
Voilà, donc en fait, moi je suis pas pour qu'on dise c'est grâce à la gauche, les autres taisez-vous. Maintenant, j'aimerais bien qu'en face, on respecte un petit peu. Je trouve que par exemple Hidalgo, qui a été complètement invisibilisé, moi je suis pas un grand fan d'Hidalgo pour être tout à fait honnête, mais qui a été complètement invisibilisé depuis le début des JO. Voilà, elle s'est quand même baignée dans la Seine, en fait. Baptiste. Ouais, mais depuis on n'a pas de nouvelles. Oui, c'est ça le problème. Oui, c'est très inquiétant. En fait, ça devrait au moins la montrer pour voir qu'elle est toujours en bonne santé parce que ça nourrit les rumeurs. On l'a aperçu. En fait, on parle d'Hidalgo, en fait, très souvent, c'est ça que je regrette un petit peu. Moi, on parle d'Hidalgo et de la gauche de manière générale pour se moquer d'eux, en fait. Ouais, en fait, ce que vous nous dites, Baptiste, c'est plein de bon sens. C'est-à-dire que le vrai débat qui est absurde aujourd'hui, c'est celui qui dit que c'est grâce à Emmanuel Macron que tout ça se passe formidablement bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, autour de la table, de cette orientation du débat-là, à savoir, merci Macron, c'est grâce à lui qu'on a les JO, merci président de la République. C'est dans la personnalité. Non, mais déjà pour finir sur le thème, voilà, la gauche n'aime pas les JO. Moi, je dirais pas c'est la gauche, et je pense pas que c'est la parole de Rachida Dati. C'est la gauche, c'est une partie de la gauche qui est la gauche vraiment de type France insoumise, qui n'aime pas être patriotique et porter les drapeaux français. Moi, j'ai aucun vu. Enfin, je vous mets au défi. Montrez-moi un élu de la France insoumise. Je parle pas de Fabien Roussel et des autres, et puis des gens comme Alexis Bachelet ou autres, qui avaient un drapeau français et qui étaient Oui, mais c'est donc c'est la gauche qui, pour moi, n'est pas républicaine. C'est l'extrême gauche. Après, moi, je trouve qu'effectivement, alors je vais être totalement objectif. Et enfin, moi, j'ai jamais soutenu Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, je considère qu'il a été élu en 2017. La candidature de Paris avait déjà eu lieu. Donc factuellement, je vous dis, c'est la ville de Paris et tous les élus de Paris et avant et depuis très longtemps, parce que je rappelle qu'il y a eu les candidatures de 2008, de 2012. Il y avait énormément de gens. Il y avait Jean Tibéry, Jean-François Lamour, Jacques Chirac. Enfin, il y avait énormément de gens qui ont porté ces candidatures, qui ont été des candidatures qui n'ont pas réussi. Et je pense que Paris 2024 a gagné aussi grâce à ça, et aussi la région Île-de-France, parce que ça se passe. On parlait tout à l'heure de Colombe, en région Île-de-France, et c'est aussi Valérie Pécresse. Voilà. Et en fait, la véritable polémique, elle est là. C'est qu'on pourrait déplorer la récupération politique qu'on essaye de faire avec Emmanuel Macron, qui s'attribue un peu le succès de ces JO. On nous dit aussi que ce serait une guéguerre avec Gabriel Attal de se montrer comme ça le long des épreuves, aller féliciter les sportifs les uns après les autres pour faire une guerre de communication et se réjouir que c'est grâce au gouvernement que tout ça est en place, Raphaël. C'est cette position jupitérienne de petit père des peuples, c'est-à-dire cette pratique hyper verticale, hyper personnalisée des institutions que nous voyons à l'œuvre depuis 2017. C'est la continuité. C'est grâce à Emmanuel Macron tout seul que nous avons les Jeux Olympiques. Bon, la réalité, c'est que je crois que les Français n'ont jamais été aussi heureux de ne pas avoir de gouvernement, de ne pas avoir de président de la République très visible, ni de Premier ministre. Bref, je crois qu'on se porte beaucoup mieux en fait quand on ne les voit pas du tout à la télévision. En fait, c'est ça, Baptiste. Les politiques, on devrait leur dire arrêtez d'aller sur les plateaux télé désormais pour commenter le JO. C'est ça qu'on a envie de leur dire. Non, mais alors, moi, là-dessus, pour le coup, je suis pas tout à fait d'accord. J'ai deux mini-points sur le drapeau d'abord. Moi, je suis fondamentalement un électeur de gauche. D'abord, une chose. Je me balade pas en permanence avec le drapeau français, mais quand nos BMX, nos champions de BMX ont gagné les trois médailles et que j'ai vu la levée de drapeau, j'en ai chialé. Donc, en fait, on peut être attaché au drapeau et être attaché à son pays sans forcément constamment brandir un drapeau français. Moi, je chante la Marseillaise à chaque médaille d'or. J'ai chialé quand j'ai vu la levée des trois drapeaux français parce qu'on avait trois Français sur le podium. Mais pour autant, je me balade pas en permanence avec un drapeau français et j'aime pas moins mon pays que vos intervenants en plateau. Ça, c'est la première chose. Quant aux politiques, oui, effectivement, Macron, il y a 3 semaines, a dit il faut arrêter de politiser le sport. Et là, il est en train de montrer exactement tout l'inverse depuis le début de ces JO, à un point que, pardon, mais parfois ça en devient un petit peu gênant. Moi, je vois des images de Macron qui s'agrippe. Je parle pas de Teddy Riner parce que il y a une vraie relation entre Teddy Riner et Macron, et Teddy Riner n'a pas du tout été entre guillemets forcé par Macron. Ils s'apprécient les deux et ça, je le respecte parfaitement. En revanche, il y a eu des moments de gênance incroyables, que ce soit pour la ministre des Sports ou pour le président de la République, et on a envie de leur dire, en fait, vous avez dit que vous seriez un Français comme les autres devant ces JO, soyez un Français comme les autres. Prendre un jet privé pour aller de Brégançon à un site de compétition, à faire l'aller-retour dans la journée sur mer, à Élysée, centre-ville. Ouais, je trouve ça poil too much, mais c'est peut-être mon côté turbo-gauchiste qui ressort. Mais ça vous va très bien, ça vous va très bien le côté turbo-gauchiste, Baptiste. Merci beaucoup d'avoir appelé Sud Radio et d'avoir participé à ce débat-là. Est-ce qu'il faudrait peut-être observer une sorte de trêve politique pendant les Jeux Olympiques? Je veux dire,
objectivement, Emmanuel Macron l'avait lui-même proposé lors de sa dernière intervention dans un JT de 20h. Il avait dit trêve politique. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, et je pose véritablement la question, instaurer une trêve politique dans les grands événements sportifs internationaux, que ce soit des Coupes du Monde, que ce soit des Jeux Olympiques? Est-ce qu'il ne faudrait pas empêcher un peu les politiques de parler pour arrêter qu'ils récupèrent tout et n'importe quoi? Vincent Baladi. En fait, bizarrement, je pense que dans l'histoire, les meilleurs moments où il y a eu le moins de récupération politique, même, c'était les moments où il y avait de la cohabitation. Moi, je me souviens, par exemple, Chirac-Jospin, avec Marie-Georges Buffet, qui était ministre des Sports, ça s'est plutôt bien passé. Hein. Bon, alors après, il y a eu des petits loupés, comme Chirac, avec les noms des joueurs de l'équipe de France, on l'a tous en tête ou autre, mais c'était Petit des moments, voilà, où moment d'acapella. Et on sait que Jospin, il adore aussi le basket et d'autres sports, comme François Hollande et d'autres. Mais à droite comme à gauche, on est aussi fan de sport. Moi, je vais aussi à certains matchs, compétitions et autres. On peut faire de la politique et aimer aussi le sport. Par contre, oui, il faut arrêter avec cette récupération systématique. Je pense notamment, entre vous et moi, à la ministre des Sports. Quoi. Faut qu'elle arrête un peu. Quoi. Elle parle trop? Bah oui. Non. Et j'ai l'impression ce que fait aussi Macron. Moi, j'ai beau être de droite et j'ai beau être dans le principal groupe de l'opposition Union Capitale contre Anne Hidalgo, c'est que clairement, j'ai l'impression que depuis 6 mois, on disait hors plateau avec Alexis Bachet, Macron fait tout contre Anne Hidalgo, entre Oudéa Castéra, Rachida Dati et autres. Alors nous c'est pas mal parce que du coup ça nous permet d'avoir un peu plus d'air à Paris et puis d'avoir une sécurité aussi grandissante. On en parlait tout à l'heure. Alors bien sûr il y a certaines dérives, mais on avait quand même un ensauvagement très très fort à Paris avec beaucoup de problèmes. Vous parliez tout à l'heure des SDF. Je peux vous dire que au quotidien dans la rue, notamment quand vous êtes une femme la nuit et quand c'est des personnes fortement droguées, ça peut être aussi très compliqué. Je pense notamment à une station de métro où on avait 7-8 personnes qui étaient là, c'était compliqué de prendre les transports le soir. Donc voilà. C'est une chose d'essayer de régler les problèmes d'insécurité, c'est autre chose de mettre la poussière sur le tapis. Et c'est bien ce que dénoncent les associations qui aident les SDF, c'est qu'ils ont été juste renvoyés ailleurs. Bien on sûr. Ne règle pas le problème de fond de la dignité dans ce pays où beaucoup de personnes vivent dans la rue, ne mangent pas leur faim et n'ont pas d'habitation. Mais vous savez, ça fait longtemps qu'on étudie ce sujet avec autour de la table des groupes, notamment pour régler ce problème. C'est un sujet. Maintenant, il y a aussi des dérives et on n'avait plus de sécurité à Paris, c'est un fait, et on voit que ça fonctionne pendant ces JO, comme quoi on devrait s'en inspirer pour le reste de l'année, pour 2025, où, espérons-le, comme le dit Alexis Bachelard, on aura énormément de touristes, une attractivité économique, enfin on l'espère, parce qu'on nous promet toujours les lendemains chantants, mais c'est pas le cas, quoi, encore. Alexis Bachelard. Non, je voudrais revenir juste sur la question du patriotisme, parce que je pense que personne dans le pays n'a le monopole du patriotisme et du soutien à l'équipe de France. Je pense que c'est ce qui fédère aujourd'hui les Français. C'est les résultats de nos champions. On admire aussi les performances des autres champions étrangers. Hier soir, Armand Duplantis qui bat le record du monde au Stade de France, 6m25. Enfin, je veux dire, voilà, il est suédois, mais ça aurait pu être. Enfin, je veux dire, il y a une dimension internationaliste même, des valeurs qui correspondent aussi beaucoup à ce que beaucoup de gens de gauche pensent et veulent voir aussi comme vivre ensemble. Donc c'est vraiment un mauvais procès qu'on nous ferait. Et sur l'extrême gauche ou les mélenchonistes, eux, ils ont plus un problème, si vous voulez, avec le côté capitaliste. C'est parce que c'est pas anticapitalisme, parce qu'effectivement, ils considèrent que derrière les exploits sportifs, il y a des grandes sociétés qui s'en mettent plein les poches. Et c'est vrai d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Faut pas non plus être naïf. Je termine juste sur ce point-là pour dire que ce qu'on demande, d'abord, un mot sur Emmanuel Macron et ses ministres. Je pense qu'Emmanuel Macron, ça fait longtemps qu'il est sorti du cadre. Moi, je me rappelle des images en finale de la Coupe du Monde avec Mbappé. Il se prenait pour l'entraîneur adjoint de Deschamps. C'est n'importe quoi. Là, avec Macron, on est sorti des écrans de l'égocentrisme, de l'égo-nombrilisme. Il faut que je sois partout tout le temps, j'ai un rôle à jouer. Non, t'es président de la République, t'es là pour gérer le pays correctement. C'est pas forcément le cas, et pas pour aller coacher les médaillés. C'est n'importe quoi. Et dernier point, oui, il y a aussi un volet. Il faudra faire le bilan de ces Jeux Olympiques. Il faudra faire le bilan. Faut pas être naïf. Il y a un versant. Il y a des. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des avantages. Il y a des inconvénients. Les inconvénients, c'est effectivement certaines décisions concernant les libertés publiques, la mainmise aussi de certains intérêts économiques. Voilà. Bon, c'est une très grosse machine, les Jeux Olympiques. On n'est pas naïf. Il y a un côté, il faut questionner aussi ces grands événements. Tout à l'heure, vous parliez du CIO. Enfin, on est d'accord. Donc c'est le CIO qui gère. Maintenant, il y a sur le point de vue capitalistique ou autre. Enfin, vous disiez les mélenchonistes, mais clairement, moi, j'étais hier matin au Stade de France. J'ai pu participer à la tétine. Je crois que vous allez y aller aussi aujourd'hui. À l'athlétisme, il n'y a aucune publicité dans le stade.
Est-ce que dans le... Enfin, c'était un fait. À part, je crois, juste une marque de montre vers le compteur. À part ça, je vous le dis, il n'y a aucune pub dans le stade. À l'extérieur, oui, il y en a. Mais c'est quand même, par rapport aux compétitions de foot, par rapport au concert, c'est quand même une première. Enfin, moi, c'est la première fois que dans un stade de foot comme le Stade de France, enfin de compétition, je ne vois aucune publicité. Donc on peut pas. Pour moi, c'est un faux argument. Non, puis il faut parler d'héritage. Enfin, il y a plein de choses à dire encore. Merci beaucoup à tous les trois de m'avoir accompagné dans ces grands débats de l'été sur Sud Radio. Vincent Baladi, conseiller droite républicaine de Paris. Merci d'avoir été autour de la table. Raphaël Amselem, chargé d'études au think tank Génération Libre. Sur vos réseaux sociaux, on peut suivre toutes les publications, vos travaux. Vous écrivez également dans le Figaro et dans le Point. Merci d'avoir été avec nous. Et je remercie le Gaulien, Alexis Bachelet, maire adjoint Europe Écologie Les Verts. Écolo-Gaulien, c'est bien ça. Ça fait du monde, Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, ce sera l'heure évidemment des JO dans tous leurs états avec le camarade Joseph Ruiz. À tout de suite sur Sud Radio, restez avec nous.